Salut tout le monde, bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui on va faire la partie numéro 2 de l'avenir des jeux vidéo, donc les jeux vidéo, la thématique des jeux vidéo et des consoles. Donc ce sera la partie numéro 2 et donc la partie finale. Donc je vous invite à voir la partie numéro 1 si vous ne l'avez pas écoutée, parce qu'elle est tout simplement très importante et vous ne comprendrez pas le contexte si vous commencez par la partie numéro 2. Donc je vous invite vraiment à voir la partie numéro 1 avant d'écouter cette partie numéro 2 et ensuite de venir écouter cette partie numéro 2 pour conclure la thématique des jeux vidéo et de l'avenir des consoles. Donc voilà. Alors avant de commencer, je tiens à souligner que j'ai un compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre. Donc le lien du compte Instagram sera disponible dans la description de ce podcast et dans la biographie Spotify. Donc dessus, je publie différents types de contenus, des publications, il y a des reels, etc. Donc voilà. Et je tiens aussi à souligner que le podcast est désormais disponible aussi sur YouTube depuis quelques temps. Donc tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Si vous préférez écouter le podcast sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Le lien aussi de la chaîne YouTube sera dans la description de ce podcast. Donc voilà, tous les épisodes, comme je l'ai dit, sont disponibles. Donc que ce soit les nouveaux ou les précédents, tout est disponible. Et comme ça, si vous préférez écouter sur YouTube plutôt que sur Spotify, euh, vous pourrez l'écouter donc sur YouTube. Donc voilà, ça, si ça vous arrange en tout cas. Donc voilà. Alors écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc juste avant, je vais quand même faire un petit résumé de l'épisode précédent, donc de la partie numéro 1. Donc dans la partie numéro 1, j'ai expliqué que j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions sur la thématique des jeux vidéo et des consoles. ChatGPT m'a posé plusieurs questions, donc des questions qui étaient vraiment pertinentes et qui pour le coup méritaient de la réflexion et donc méritaient vraiment de prendre le temps de s'accaparer des questions, de réfléchir sur les questions, etc. Donc c'est pour ça aussi que j'en ai fait une deuxième partie. Et donc cette partie qui sera d'ailleurs la partie finale et la conclusion de cette thématique. Donc du coup, on a quelques questions à terminer qui sont super intéressantes. Vraiment pour le coup, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que ces questions sont super intéressantes. Je tiens aussi à souligner que ces questions reflètent mon opinion personnelle, que mon opinion personnelle ne reflète pas forcément votre opinion à vous, mais que vous pouvez vous faire votre propre avis. Et si vous voulez, on peut en débattre sur le Instagram qui, comme j'ai dit précédemment, est disponible dans la description, excusez-moi, de ce podcast et dans la biographie Spotify. Donc maintenant qu'on a fait un peu tout ce petit topo, tout ce petit résumé, on va pouvoir commencer directement avec la question numéro 7, si on se résume à la partie précédente. Donc on va pouvoir commencer. Donc, question numéro 7. Comment les services en ligne, comme le Xbox Live et le PlayStation Network, ont-ils transformé l'expérience de jeu sur console? Donc très bonne question. Comment ont-ils transformé l'expérience de jeu? Alors, comme vous le savez, le multijoueur online a commencé à être disponible sur la Dreamcast. Donc Dreamcast, PlayStation 2, la première Xbox. Il me semble que la GameCube aussi avait un multijoueur online. Je suis vraiment pas sûr. Mais le multijoueur online n'était absolument pas démocratisé. C'est-à-dire que les gens pouvaient jouer en online, mais que il n'y avait pas tellement de monde, pas autant qu'aujourd'hui, parce que le online n'était pas démocratisé, Internet n'était pas ce que c'était là actuellement, donc voilà. Mais pour revenir un peu sur cette question, donc les services en ligne comme le Xbox Live et le PlayStation Network, je trouve que c'est une bonne chose
que ce soit des services présents, je trouve que ce soit vraiment une bonne chose, pour la simple et unique raison que déjà, on n'est pas condamné à devoir tout le temps jouer seul. On peut jouer en online. Mais moi, ce qui m'énerve un peu avec ces services comme le Xbox Live et le PlayStation Network, c'est que les services de jeux en ligne aujourd'hui sont actuellement payants. Et moi, ça me désole tout simplement de me dire que pour pouvoir jouer en online, on doit payer un abonnement à 50 € l'année pour avoir du online toute une année. Donc c'est-à-dire que les jeux vidéo d'aujourd'hui, pour moi déjà, sont très chers. Donc aujourd'hui, on va acheter un jeu vidéo donc à peu près 50 €. Parfois, je vois même des prix monter à 80 €. Donc voir un peu la montée des jeux vidéo. Je pense qu'on peut parler d'inflation, mais c'est un sujet qui est très compliqué à aborder. Et, euh, et je suis vraiment pas dans ce domaine-là pour en parler de manière plus approfondie. Donc je vais pas vraiment m'exprimer sur le sujet. Mais je pense en tout cas que on peut parler d'inflation et que le prix des jeux tout simplement ont augmenté au fur et à mesure des années. Le jeu vidéo de toute manière a toujours été quelque chose de très cher, ça a toujours été un petit luxe entre guillemets. Mais ce qui me désole, c'est d'acheter un jeu qui est super cher à un prix qui dépasse les 50, voire les 80, et de devoir payer en plus derrière un abonnement pour pouvoir jouer en ligne. Ça n'a pas toujours été le cas, donc sur la PlayStation 3, on pouvait jouer en ligne gratuitement, le service était gratuit. Chez Xbox, ça a toujours été le cas. Je ne sais pas si les abonnements ont toujours été un peu chers, mais les services en ligne, comme le PlayStation Plus, le Xbox Live, etc., donc c'est des services qui sont pour moi complètement déroutants. Même si derrière, on t'offre des jeux gratuits, je trouve ça, moi je trouve ça vraiment dégueulasse de devoir payer en plus pour devoir jouer en ligne. Maintenant, si on se réfère à la boutique du PlayStation Network et du PlayStation Live, euh, je ne suis pas contre le dématériel, très loin de là. Je pense que le dématériel aussi, c'est une bonne manière d'acheter ces jeux. Donc voilà, on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de consoles qui abordent le dématériel et plus le digital. Donc c'est vraiment une très bonne manière d'aborder les jeux vidéo sans forcément se déplacer dans une boutique parce que des fois on n'a pas forcément le temps de se déplacer, donc directement on achète en dématériel. Maintenant, il ne faut pas que le dématériel soit soit une mode impliquée, quoi, tout simplement. Enfin, il faut pas en abuser non plus. Je pense que les magasins de jeux vidéo doivent toujours avoir leur place dans notre quotidien, quel qu'en soit le principe. Donc des magasins comme Micromania, des magasins comme Dcash, des boutiques d'occasion, des choses comme ça, etc. Donc je pense que le digital a toujours sa place, mais que malheureusement le Xbox Live et le PlayStation Network, donc des services en ligne, de boutiques en ligne, je pense que ces services-là sont complètement en train de tuer le digital parce qu'aujourd'hui on pousse les consommateurs à aller vers du dématériel. Donc ne serait-ce que comme j'ai dit précédemment, les consoles qui maintenant arrivent avec du dématériel. Donc on l'a vu, la PlayStation 5 qui n'a plus le lecteur DVD, donc qui est complètement dématériel. La Xbox One aussi. euh, non, excusez-moi, pas la Xbox One, la Xbox Series S, pardon, qui elle aussi a du dématériel. On pousse un peu plus les consommateurs vers de la dématérialisation. Et si c'est le cas,
je vois plus vraiment d'intérêt à acheter des consoles parce que le principe d'une console, c'est quand même le digital, c'est quand même la manette, toutes ces choses-là. Donc il n'y a plus vraiment de principe. Et là-dessus, je suis pas contre, mais il y a certains points où je suis pas vraiment pour. Et je souhaiterais tout simplement qu'on se penche beaucoup plus sur cette question à l'avenir, parce que vous allez voir que le jeu vidéo dans l'avenir, enfin, l'avenir du jeu vidéo va complètement être bouleversé, parce qu'on le voit aujourd'hui, donc avec des solutions comme le Game Pass, euh, des solutions comme le PlayStation Plus qui vous offre des jeux gratuits mais en dématériel. Voilà, tout pousse le consommateur à consommer les jeux vidéo donc, de façon dématérielle et loin du digital. Et, euh, et derrière, il n'y a plus vraiment cette passion de collectionner, etc. Donc avoir un CD, avoir une boîte de jeux, c'est un petit luxe que toutes et tous on a. Et, et donc le Xbox Live et le PlayStation Network vont entre guillemets donc changer cette manière-là, cette méthode-là. Et, euh, et pour moi complètement, ils ont transformé l'expérience de jeu donc sur console, où aujourd'hui ils ont envie de se rapprocher un peu plus de Steam, comme ils peuvent le faire sur leur plateforme, où c'est vraiment que des jeux dématériels. Et, euh, et donc voilà. Nous, en tout cas, ou moi personnellement, je vais parler de mon propre avis personnel. En tant que gamer console, je suis vraiment pas prêt à passer sur du dématériel à 100%. C'est-à-dire que je suis pas habitué, je suis pas un gamer PC, donc les trucs Steam, les jeux en dématériel, enfin je sais que les gamers PC, vous avez l'habitude avec Steam d'acheter vos jeux en dématériel et ça vous pose aucun problème. Moi, je sais que de mon côté, j'aime bien avoir une jaquette, un CD, un petit livret. C'est un petit luxe pour moi et ça me permet de collectionner, de garder un petit truc en plus par rapport aux jeux que j'achète. Donc voilà. Mais je suis loin d'être contre ces services. Malheureusement, c'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure des années. Vous allez voir que même les consoles vont finir par être dématérialisées. Et, et c'est un truc auquel on n'est pas forcément préparé pour le moment, mais dont les consoles d'aujourd'hui essayent de nous préparer le plus possiblement. Donc on le voit avec PlayStation, comme je l'ai dit, qui a fait une PlayStation 5 en version dématérielle, Xbox avec la Xbox Series S et le Game Pass. Donc voilà. Donc très très bonne question, très bon sujet. On devrait essayer de s'y pencher un peu plus à l'avenir. Et, euh, et donc voilà pour cette question 7. Alors du coup on va pouvoir se pencher sur la question numéro 8. Que pensez-vous de la tendance actuelle vers les consoles hybrides comme la Nintendo Switch? Alors la Nintendo Switch pour moi c'est une console qui est vraiment géniale. J'ai beaucoup de plaisir par rapport à la Nintendo Switch et je retrouve le Nintendo de la période de la Nintendo Wii où Nintendo a envie de prolonger son catalogue de jeux, donc c'est beaucoup plus ouvert par rapport à son catalogue de jeux, etc. Donc moi, par rapport à la Nintendo Switch, je le dis très clairement, c'est une console que j'aime énormément et que j'affectionne beaucoup dans mon cœur. Maintenant, la notion des consoles hybrides, euh, je suis pas contre, mais je sais pas si je suis pour, parce que on le voit, la Nintendo Switch, en termes de capacité, elle est très limitée parce que on est sur une console où tout tient sur la fameuse tablette. Donc on est très limité par rapport à ça. Euh,
Et dans quel cas, si vous voulez faire des consoles hybrides avec des jeux modernes, des jeux récents, il va falloir employer beaucoup plus de puissance, donc faire des plus grosses consoles. Et, euh, et ça n'a pas été le cas de la Nintendo Switch. Enfin, on l'a vu, hein, ils ont fait de leur mieux pour que la console, en termes d'épaisseur, soit légère, la plus fine possible, etc. Maintenant, il y a des composants, il y a des... Enfin, j'allais dire, il y a une carte graphique derrière. Je ne sais pas s'il y a une carte graphique, je suppose. Je ne suis pas expert là-dessus. Mais il y a des composants derrière qui font que voilà. Mais je ne sais pas si à l'avenir je souhaiterais avoir des consoles hybrides. Voilà. Pour le coup, je ne sais pas si à l'avenir je souhaiterais avoir des consoles hybrides. Si les constructeurs sont capables de faire des consoles hybrides beaucoup plus puissantes, euh, enfin beaucoup plus puissantes comme la Nintendo Switch, pourquoi pas? Voilà, donc où on pourrait accueillir donc des triple A avec des graphismes géniaux, etc. Vraiment, pourquoi pas? Mais pour le coup, vraiment, je sais pas. Je sais pas parce que vraiment sur la Nintendo Switch, on est très limité en termes de graphisme. Les composants aussi sont très limités. Euh, on peut pas tout mettre dans une Nintendo Switch, en tout cas, on peut vraiment pas tout mettre. Et c'est le mot d'ordre. La console est très légère, très fine, et si on devait mettre des composants hyper puissants, faudrait que la console soit beaucoup plus lourde, beaucoup plus grosse. Donc voilà. Euh, je pencherais pour dire que vraiment la tendance des consoles hybrides est plutôt cool, mais vaut mieux rester sur des consoles portables. Vraiment, pour moi, vaut mieux rester sur des consoles portables où vraiment l'objectif d'une console portable, c'est de l'emmener partout. L'objectif d'une console hybride, c'est vraiment d'y jouer sur une télé et en mode portable. Mais encore une fois, on est trop limité en termes de graphisme, en termes de puissance, etc. Parce qu'on ne peut pas tout mettre. Parce que si on veut jouer en mode portable et qu'on a une console lourde, le plaisir de jeu, il est affecté. Donc, euh, donc le mieux pour moi, ce serait de rester vraiment sur des consoles portables. Je sais que ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Euh, mais voilà, pour moi, vraiment, le terme des consoles hybrides, c'est pas forcément la tendance qui me hype le plus, surtout en termes de puissance, encore une fois. Enfin, tout part du principe des puissances, mais malheureusement, la Nintendo Switch, elle peut pas tout accueillir. Moi, j'aimerais bien que la Nintendo Switch accueille des triple A. J'aimerais bien voir, pourquoi pas, des Call of Duty. Je sais que fut un certain temps, Activision voulait sortir un Call of Duty sur Nintendo Switch. Ils l'ont pas fait parce que la Nintendo Switch elle n'était pas assez puissante, mais ils voulaient vraiment sortir un Call of sur Switch. Donc voilà. C'est aussi ça le problème d'une console hybride, c'est que il faut faire quelques sacrifices en termes de composants pour que la console soit la plus légère et la plus agréable possible euh, en mode portable. Pardon. Donc, euh, donc moi je pencherais vraiment sur le fait donc, de continuer à faire des consoles portables à part entière. Donc de garder des consoles tout à fait normales, donc des consoles de salon, et de garder donc d'un autre côté des consoles portables. Mais la Nintendo Switch a très bien su, elle a très bien su gérer le côté hybride, et c'est vachement impressionnant de voir ce qu'elle est capable de faire. Et c'est aussi vachement intéressant de voir ce que les développeurs sont capables de faire avec des composants limités. Donc voilà. Question 9. Comment voyez-vous l'avenir des consoles Oula, j'ai complètement bugué, excusez-moi. Donc question 9. Comment voyez-vous l'avenir des consoles de jeux avec l'essor du cloud gaming et des services de streaming? Très bonne question. Très très bonne question. L'avenir des consoles avec le cloud gaming. Alors déjà, je ne suis pas contre le cloud gaming. Il faut le savoir, le cloud gaming c'est très bien. Maintenant, pour faire du cloud gaming, il faut avoir une connexion internet incroyable. Il faut vraiment avoir la fibre.
Si vous avez une box internet sans la fibre, euh, il n'y aura pas de cloud gaming pour vous, hein, je le dis très clairement les gars. Vraiment, faut vraiment pas chercher à espérer, il n'y aura vraiment pas de cloud gaming pour vous. Euh, et aussi, c'est la même chose pour les services de streaming quoi, en termes de jeux vidéo. Donc le Game Pass, on le sait que ça fonctionne sous la base du cloud gaming et que si vous avez une connexion qui est très mauvaise, vous ne pourrez pas faire de cloud gaming. Ça, c'est une évidence même. Maintenant, l'avenir des consoles avec le cloud gaming, c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les consoles, dans l'avenir, elles continueront à exister, mais elles existeront plus sous forme digitale, mais elles existeront sous forme dématérielle. Parce que, ben, aujourd'hui, on le voit, donc le Game Pass qui fonctionne tellement bien, on le voit qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent une Xbox Series S, et même pas la série X, hein, vraiment la série S, simplement pour le Game Pass. Parce que le Game Pass, vraiment, ça fonctionne tellement bien et c'est tellement une bonne idée. Vraiment, même moi, je suis admiratif de ce que Microsoft ont fait par rapport au Game Pass. Et, euh, et tout simplement, faut se préparer à ça. Il faut se préparer au cloud gaming. Je sais que PlayStation aussi, ils feront un cloud gaming. PlayStation essaye de tout mettre sur le network et essaye de tout mettre sur le enfin, j'allais dire sur le digital, excusez-moi, vraiment sur le dématériel, pardon. Euh, Ils essayent de tout mettre sur le service de dématériel. Sauf que PlayStation, ils n'y arrivent pas. Vraiment, de leur côté, je pense que c'est pas le bon moment pour eux d'avoir du dématériel. Par contre, chez Xbox, ils y arrivent. Et très clairement, pour moi, ça m'étonnerait même pas si les futures consoles de chez Microsoft soient entièrement dématérielles. Ça ne m'étonnerait même pas si dans l'avenir, vraiment, les consoles Xbox soient entièrement dématérielles. Du côté de chez PlayStation, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais la question euh, est posée, tout simplement. La question, elle est posée du cloud gaming, de comment faire, etc. Voilà, maintenant PlayStation, on le sait, ils ont du retard par rapport à ça vis-à-vis de Microsoft. Et plus loin encore, Nintendo ont beaucoup trop de retard sur beaucoup trop de choses, que ce soit en termes de puissance, en termes de composants, de jeux, de manettes, d'exclusivité. Enfin, ils ont beaucoup trop de retard sur leur prédécesseur. Non, prédécesseur, c'est pas le bon terme, mais plutôt sur leurs concurrents. Ils ont beaucoup de retard sur leurs concurrents et donc voilà, maintenant, est-ce qu'on peut espérer du cloud gaming sur Nintendo? C'est possible. C'est possible étant donné qu'on l'a vu que ils font du cloud, ils font entre guillemets du cloud gaming ou plutôt de l'émulation sur leur console vis-à-vis donc des jeux rétro. Je sais aussi qu'il y a des jeux sur Nintendo Switch qui sont en cloud gaming, donc notamment le Resident Evil 2, donc le remake, le Resident Evil 3, le remake aussi. Donc c'est pas impossible, vraiment c'est pas impossible. Maintenant, j'imagine très sincèrement que l'avenir des consoles sera vraiment que sur du dématériel et plus du digital et que viendra un jour où il faudra s'y faire, mais les CD, ça n'existera plus et les consoles deviendront donc des sortes de PC, des sortes de PC, mais sans plus, quoi. Voilà. Après, à voir, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. L'avenir nous le dira donc très prochainement, je suppose, mais le cloud gaming, en fait, ça fonctionne tellement bien que c'est pas impossible pour moi que le futur du jeu vidéo devienne que du cloud gaming. Donc voilà. Donc question numéro 10. Quels défis les fabricants de consoles doivent-ils révéler pour rester compétitifs dans les années à venir? Donc quels défis les fabricants de consoles doivent-ils révéler pour rester compétitifs? Euh, En toute sincérité, je sais pas. Je sais pas vraiment. Je sais qu'au fur et à mesure des années, les consoles ont des meilleurs composants graphiques, des meilleurs composants techniques qui font appel
à des structures telles que Nvidia, des Ryzen, etc. Euh, Maintenant, c'est vrai que avoir des composants de qualité maintenant, c'est gage de moins de jeux. En fait, le vrai problème avec les composants, moi je vais vous le dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des composants graphiques qui permettent d'avoir des jeux qui sont triple A. Et ça, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que maintenant, il faut s'adapter à ces composants graphiques. Et faire des jeux vidéo, ben, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut s'adapter à tous ces composants. Euh, il faut s'adapter donc à la puissance de ce que la console est capable de faire, etc. Et que toutes les puissances, enfin, j'allais dire toutes les puissances, excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai beaucoup de mal à parler, excusez-moi vraiment, mais plutôt toutes les consoles n'ont pas les mêmes puissances techniques. Une PlayStation 5 n'a pas la même puissance qu'une Xbox et une Nintendo Switch n'a pas la même puissance que ses concurrents. C'est fondamental. Et les développeurs, en tout cas, essayent de rester donc, dans la course en essayant donc, de faire donc, des composants beaucoup plus puissants parce que je suppose que donc, c'est mieux pour un gamer d'avoir des jeux, donc des AAA qui sont beaux graphiquement, etc. Mais je pense pas que c'est ce côté-là qui est vraiment intéressant. Je pense qu'on a plutôt envie de jouer à un jeu qui est jouable plutôt qu'un jeu qui est graphiquement beau. Je, je sais que c'est un gage de qualité d'avoir des jeux magnifiques. Voilà, on peut le voir, hein. On le voit très clairement donc avec des jeux comme le Ratchet Clank sur PlayStation 5 qui est magnifique, qui est jouable, qui est très beau et c'est un gage de qualité vraiment. Le dernier Spider-Man en date, donc le Spider-Man 2, qui est magnifique et qui est jouable et c'est un gage de qualité qui est super beau. Mais on voit le temps de développement par rapport à ces jeux, un temps de développement qui prend plusieurs années maintenant et les AAA se font de plus en plus rares parce qu'aujourd'hui, faire des AAA, ça prend du temps avec tous les nouveaux composants, tous les nouveaux services, etc. Donc ça prend du temps et, et je sais que les fabricants, en tout cas, pensent que c'est ce que les gamers recherchent. Et c'est peut-être le cas, c'est certainement le cas pour certains. De mon côté, c'est pas vraiment ce que je recherche. J'aime beaucoup, de mon côté, j'aime beaucoup jouer par moments à des petits jeux indés. Et pourquoi je joue à des jeux indés? C'est parce que les jeux indés, c'est plaisant, c'est fluide, et que même avec des jeux en pixel art, ben, on arrive à faire de très bons jeux. Et on ne recherche pas forcément que des triple A. Et, mais c'est plaisant d'avoir des triple A maintenant. Est-ce que c'est un défi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pense peut-être que les fabricants s'attendent à faire des consoles de jeux vidéo, des PC de salon, mais je sais pas. Je sais pas. Maintenant, l'avenir des jeux vidéo pour moi est très entaché, très abîmé. On va perdre beaucoup de choses dans le domaine des jeux vidéo. On va perdre le côté digital. euh, on va perdre beaucoup de triple A parce qu'aujourd'hui maintenant les triple A c'est rare qu'on ait des triple A. Donc dans une année, on doit attendre plusieurs années pour qu'un triple A sorte. Je sais même pas si vous vous rendez compte, mais le God of War de 2018, le temps de développement a pris plusieurs années entre le dernier God of War en date et le God of War de 2018. Et même le God of War Ragnarok, qui a eu un temps de développement qui a pris lui aussi plusieurs années. Et pourtant, c'est un triple A. Mais comme je vous ai dit, maintenant, les triple A, ça prend plusieurs années à se faire parce que les composants graphiques sont poussés, ça demande des ressources, ça demande de travailler plus judicieusement, de bien faire le taf, etc. Donc ça prend plusieurs années, donc ça se fait rare, mais voilà, les fabricants de jeux vidéo, je pense qu'aujourd'hui,
En termes de consoles de jeux vidéo, on va se retrouver avec des consoles on va se retrouver plutôt avec des fabricants qui veulent faire des consoles de jeux vidéo, des PC de salon où on peut y jouer sur grand écran, donc une télévision 4K, etc. Et toute la compagnie. Maintenant, reste à voir. Ça reste mon opinion personnelle et je suis ouvert au débat. Donc, si vous voulez, on peut en débattre sur Instagram. Donc voilà. Question numéro 11. Quel a été l'impact des accessoires innovants comme le Kinect, la PlayStation VR sur l'expérience de jeu et l'évolution des consoles? Alors déjà, je pense que on a tous et toutes été très admiratifs de la VR. Je sais que je sais que pendant une certaine période, de mon côté, je pensais que la réalité virtuelle, ça allait être l'avenir du jeu vidéo. Je le pense plus forcément aujourd'hui, parce que la réalité virtuelle aujourd'hui, euh, ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal avec la réalité virtuelle, ils ont du mal à faire quelque chose de la réalité virtuelle. Maintenant, ça n'empêche pas que ça reste un très bon truc, mais il faut prendre aussi conscience que bah, tout n'est pas parfait. Voilà. Que ce soit la réalité virtuelle, le Kinect, etc., tout n'est pas parfait. Euh, Maintenant, en termes d'accessoires, comme le nom l'indique, c'est des accessoires. C'est-à-dire que ça va te permettre de jouer donc, dans des meilleures conditions. Enfin, dans des meilleures conditions, ça je sais pas. Je sais que la Kinect, pour le coup, c'était vraiment dégueulasse. Voilà. Il faut se le dire, hein, vraiment, en toute honnêteté, la Kinect, c'était vraiment dégueulasse. Ils ont essayé de faire du motion gaming, mais de façon horrible, hein. C'est comme le PlayStation Move. C'était vraiment horrible. Voilà. Après, en termes d'accessoires, ils ont essayé d'innover et ils ont essayé de rendre le jeu vidéo beaucoup plus intéressant, je suppose. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment parler d'évolution sur les consoles de jeux vidéo? Je pense pas. Parce que pour le coup, bah, le motion mouvement, les jeux en motion mouvement, bah, ça n'existe plus trop. Par exemple, la Kinect, vous pouvez le voir, c'est fini. PlayStation, j'allais dire PlayStation. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Xbox plutôt, pardon. Euh, non plus de Kinect. Ils abordent plus la Kinect comme ils l'abordaient auparavant. Le PlayStation VR, ça continue à exister, mais c'est toujours pas populaire. Voilà, il y a très peu de jeux en PlayStation VR qui sortent. Il suffit de voir le catalogue pour se rendre compte que euh, ça se fait. Enfin, je vais pas dire que ça se fait rare, mais rares sont les bons jeux en PlayStation VR qui sortent, quoi, qui ont une longue durée de vie et qui sont de vrais triple A. En fait, je pense aussi que c'est ça qui manque à la VR, c'est des triple A comme le Half-Life Alyx, qui qui était un très bon jeu. Qui était un très bon jeu, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un triple A? Je sais pas trop. Mais, euh, mais ouais, non, la VR qui manque beaucoup de triple A et d'excellents jeux pour qu'elle ait une vraie place dans le marché. Aussi une question de pub. Euh, les, la communication autour de ces accessoires qui sont très mauvaises et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on n'en entend plus trop parler. Enfin, je veux dire, est-ce que vous entendez parler, vous, très souvent du PlayStation VR? Non. Euh, est-ce que pendant la période de la Xbox One, vous avez entendu parler de la Kinect? Non plus. Parce que la communication, elle est dégueulasse. Et tu sens aussi que euh, ils le savent eux-mêmes que ces accessoires-là ne vont pas rester indéfiniment dans l'avenir des jeux vidéo et des consoles. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, ça a peut-être permis une évolution des jeux. Et peut-être que ça va permettre une évolution des consoles pendant un certain temps. Maintenant, il faut voir avec l'avenir et le futur ce que ça va proposer. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler, est-ce qu'on peut vraiment parler d'évolution des consoles? Moi, je pense pas. Je pense surtout qu'on peut parler d'expérience de jeu, donc une nouvelle expérience de jeu, parce que c'est vrai que la réalité virtuelle nous a toutes et tous apporté une nouvelle expérience de jeu.
et même le motion gaming qui nous a apporté donc aussi une nouvelle expérience de jeu. Mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que cette expérience de jeu ne pouvait pas remplacer une manette tout simplement basique avec des joysticks et un écran simplement quoi. Voilà. Donc est-ce qu'on peut parler d'évolution de console? Non, mais on peut parler donc d'évolution par rapport à l'expérience de jeu vidéo. Ça oui. Donc voilà. Question 12. Comment les consoles se sont-elles adaptées pour répondre aux besoins des développeurs indépendants? Donc comment les consoles sont adaptées par rapport aux développeurs indépendants? Alors, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les développeurs indépendants ne font pas non plus des jeux excessivement poussés, ils font pas des AAA non plus. Rares sont les AAA en jeux indépendants. Maintenant, je pense que les développeurs indépendants savent très bien gérer leur jeu, les caractéristiques des consoles. Voilà. Je pense même d'ailleurs que les développeurs indépendants ont plus de passion pour le domaine du gaming que des développeurs confirmés comme le pourrait être Activision avec la franchise des Call of Duty qui malheureusement devient de plus en plus mauvais. On peut le voir avec d'autres développeurs. Moi maintenant j'ai pas envie de tirer là-dessus. Mais les développeurs indépendants pour moi ont plus cette créativité, cette ambition de vouloir créer des nouveaux jeux. Ils ont cette passion et cette flamme en eux qui fait qui fait qu'ils ont envie de créer, d'innover, donc de faire plutôt des nouveaux jeux. Donc moi là-dessus, j'ai pas vraiment d'opinion. Voilà, j'ai pas vraiment d'opinion. Mais je sais en tout cas que les développeurs indépendants savent très bien gérer et qu'ils arrivent à se faire une petite communauté et que cette petite communauté, avec un jeu, peut finir par grandir et créer un nouveau jeu et que les développeurs finissent par créer donc des studios qui ne sont plus indépendants mais des vrais studios avec des vraies équipes, etc. Donc j'ai pas plus d'opinion que ça sur cette question. Mais je pense que c'est tout aussi bien d'avoir des jeux indépendants que des jeux AAA ou des jeux AA tout simplement. Donc voilà. Et donc, pour terminer, la question 13, quel aspect des consoles actuelles vous enthousiasme le plus pour l'avenir du jeu vidéo? Eh bien, en toute honnêteté, je pense que c'est... Alors moi j'hésite entre la Nintendo Switch et la Xbox Series S. Voilà. J'hésite entre les deux. Donc la Xbox Series S, ne serait-ce que pour le cloud gaming. Comme j'ai expliqué, moi je suis favorable au cloud gaming. Et ce que Xbox est en train de faire avec le, le Game Pass, le gars a mis 50 ans à trouver son mot, quoi. C'est trop, vraiment, c'est trop. Non, du coup, moi, je suis très favorable au cloud gaming et je trouve que Microsoft l'emploie très très bien sur les consoles de jeux vidéo. Parce que c'est vrai que nous, les gamers consoles, euh, on a vraiment connu donc, les jeux vidéo, donc, que ce soit avec des cartouches ou avec des CD, nous, on a connu ça. Alors que vous, les gamers PC, vous avez directement été dans le dématériel. Donc avec Steam, vous avez déjà été dans le dématériel. Vous savez, enfin vous connaissez déjà tout ça, tout cet environnement. Le cloud gaming, vous connaissez déjà très très bien. Nous, de notre côté, les gamers consoles, on ne connaît pas vraiment tout ça. C'est un peu nouveau pour nous et c'est très bien que ça arrive. Maintenant, j'ai pas non plus envie que ça prend tout l'espace des jeux, quoi. J'ai envie de garder un côté digital sur les jeux. Maintenant, comme j'ai dit, il faut savoir vivre avec son temps. Donc voilà, mais
À essayer de voir. Moi, je pense que la Xbox Series S, c'est l'une des consoles qui m'enthousiasme le plus. Déjà en termes de poids, la Xbox Series S, mais quand vous la regardez, elle est très compacte, elle est très petite. Euh, Elle se met très bien dans un bureau, elle est très belle, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Et même une Nintendo Switch, ne serait-ce que pour le côté hybride, mais encore une fois, comme je l'ai dit, le côté hybride perd tout son charme si on peut pas avoir des triple A, enfin si on peut pas avoir des triple A, donc avec avec de la puissance, etc. Moi, je peux donner quelques exemples, hein, je peux donner quelques exemples, mais par exemple le jeu Doom, qui était sur PlayStation 4, le Doom de 2016, je parle pas d'un autre jeu. Le Doom sur PS4 était vraiment excellent et pour le coup c'était très cool d'y jouer. Maintenant, le Doom sur Nintendo Switch, ils ont dû faire quelques sacrifices et bien évidemment, ils ont dû supprimer quelques caractéristiques techniques parce que le jeu était pas, enfin plutôt parce que la console n'était pas aussi puissante qu'elle ne l'était. Et d'ailleurs, la Nintendo Switch n'est pas aussi puissante qu'une PlayStation 4 et n'est même pas non plus aussi puissante qu'une PS3 pour vous dire. Mais il faut se rendre compte qu'un AAA comme Doom sur Nintendo Switch se retrouve par ne plus être un AAA. Et c'est là aussi où la contrainte d'une console hybride, c'est que si on doit la mettre en mode portable et aussi en mode console de salon, euh, il faut faire un sacrifice par rapport aux caractéristiques techniques pour ne pas entacher, euh, enfin, pour ne pas entacher l'expérience console portable. Et il est peut-être là aussi le vrai problème d'une console hybride. C'est des sacrifices qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc c'est pour ça que moi je suis favorable pour le fait de garder des consoles portables, mais vraiment à part. Et d'un autre côté, faire des consoles de salon comme les constructeurs savent très bien le faire. Ça c'est voilà, c'est très cool. Maintenant, encore une fois, je suis très admiratif de ce que Nintendo a pu faire avec la Nintendo Switch. Et encore une fois, c'est une console vraiment où j'ai beaucoup d'admiration là-dessus, parce qu'ils ont réussi à faire des très bons jeux, des très beaux jeux aussi, malgré les contraintes techniques, etc. Mais je pense surtout que la beauté des jeux, on les retrouve, enfin la beauté des jeux sur Switch, bien évidemment, on les retrouve sur les exclusivités Nintendo, comme Mario Odyssey qui est magnifique, Breath of the Wild qui est très beau, Tears of the Kingdom aussi qui est très beau. Euh, donc voilà, mais les AAA, moi je pense comme je l'ai dit à Doom, il y a aussi le Dragon Ball Z Kakarot que j'ai pu faire sur Nintendo Switch pour le coup, qui était très bien. Voilà, les développeurs ont su adapter le jeu sur Nintendo Switch. Maintenant, il y avait quelques contraintes à faire. Le jeu n'est pas aussi bien que sur la PlayStation 4 ou encore sur la PlayStation 5. Donc voilà, et encore une fois, alors pour moi, voilà, et ça reflète que mon opinion personnelle, Dragon Ball Z Kakarot, pour moi, c'est un triple A. Voilà, j'ai adoré le jeu, je le trouve excellent, et c'est peut-être certainement l'une de mes plus belles expériences vis-à-vis d'un jeu Dragon Ball. Mais sur Nintendo Switch, il est très loin d'être un triple A. Voilà, très très loin d'être un triple A. On ne peut pas lui donner cette caractéristique-là. Donc voilà. Et elle est là, toute la contrainte, et enfin pas tout le problème, mais plutôt le vrai problème d'une console hybride, c'est que euh, on doit faire des sacrifices pour que ça fonctionne, que ce soit en mode portable ou en mode console de salon. Et pour moi, il est là le problème. Et c'est aussi ça le truc qui fait qu'une Nintendo Switch, pour moi, ne peut pas rivaliser avec une console de salon où tout a été fait pour l'expérience télévision, tout simplement. Donc, en termes de graphisme, en termes de jeu, etc., ça peut pas rivaliser là-dessus. Donc, euh, donc voilà, mais je reste très enthousiasme et j'ai très hâte de voir ce que vont faire par la suite vis-à-vis de leur future console. Même chose par rapport à Xbox, par rapport au futur du cloud gaming, très enthousiasté. Je sais pas si ça se dit. Je crois que j'invente des mots. Je suis vraiment pas dans mon élément ce matin. Enfin, c'est un truc de fou, mais je suis pas dans mon élément.
Les gars, ça part dans tous les sens. Mais vraiment, pardonnez-moi, vraiment, je sais que j'ai des petits bugs de mots, je sais que parfois j'ai du mal à exprimer mes mots. Encore une fois, faire un podcast, ça reste un travail très dur, mais bref, moi je suis très enthousiaste, enfin j'ai beaucoup d'enthousiasme par rapport à ces deux consoles. Par rapport à la PlayStation 5, moi je suis plutôt déçu de ce que PlayStation ont fait. Moi déjà, premièrement, je trouve que le design de la PlayStation 5, je le trouve vraiment moche pour le coup. Après, ça reflète mon opinion personnelle, encore une fois. Mais moi, je le trouve vraiment moche, contrairement à une PlayStation 4, où je trouve que la PlayStation 4, elle est très sobre. Elle va très bien dans un meuble, très très belle. La PlayStation 5, en termes de design, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais je la trouve vraiment pas belle. Euh, Faire une console avec beaucoup de puissance, avec vraiment zéro temps de chargement, tout ça pour ne pas sortir d'exclusivité sur cette console, mais sortir des exclus PS5, PS4. Faut arrêter les gars. Vraiment, faut arrêter. Faut savoir que la PS4, elle est quand même sortie euh, en 2013. Elle est quand même sortie en 2013, il me semble. 2013 ou 2014. Attendez, je vais voir ça parce que même moi j'ai un petit doute là-dessus. Alors, sortie. Euh, ouais, elle est sortie du coup, donc en 2013. Donc là, ça fait quand même 10 ans. Ça fait quand même 10 ans que la console est présente. Et je pense qu'il faut arrêter avec la PlayStation 4. Vraiment, il faut la mettre de côté. Ça fait 10 ans qu'elle existe. Il y a eu des très bons jeux sur la PlayStation 4. C'était très cool. On a tous passé des très bons moments, enfin des très bons moments sur cette console. Mais c'est comme avec la PlayStation 3. Tout avait une fin. Enfin, tout a une fin. Et à un moment donné, les jeux ont commencé à arrêter de sortir sur la PlayStation 3. Ils ont dû le faire pour que la PlayStation 4 soit mise en avant. Maintenant, c'est plus vraiment le cas avec la PlayStation 5. En termes de communication, je trouve que PlayStation ne font vraiment plus le taf. Ils ont une très mauvaise com. Ils gèrent très mal leurs jeux. Et même leurs exclusivités, ils les gèrent très très mal. Et en plus de ça, quand je vois que les jeux aujourd'hui, quand je vois que les exclus PlayStation vont se retrouver donc, sur PC ou sur Xbox, et que même chose pour les exclus Xbox qui vont se retrouver sur deux consoles, etc. Enfin, ça m'attriste de dingue parce que c'était un peu l'élément qui te permettait d'acheter une console, c'était de te dire, bah ok, tu veux jouer, je sais pas, tu veux jouer à God of War, bah achète une PlayStation, simplement. Tu veux jouer, je sais pas, tu veux jouer à Uncharted, bah, achète une PlayStation. Enfin, c'était un peu l'élément de base, tu vois. C'est un peu comme si tu me disais Mario, ça va être sur PlayStation, tu vois. Je peux pas y croire. Et ben là, c'est la même chose. Et je trouve ça dommage. C'était un peu l'élément marketing qui te permettait d'acheter une console de jeux vidéo. C'était les exclus, parce que chaque constructeur avait des très bonnes exclus, hein. On le sait, Nintendo avec Mario, les Zelda, les Pokémon, etc. PlayStation avec les Uncharted, les God of War, etc. Microsoft, ils avaient les Gears of War, ils avaient Halo, ils avaient les Dead Rising, ils avaient pas mal d'exclus en soi, et aujourd'hui tout se retrouve mélangé. Et voilà, après, encore une fois, moi je suis favorable au cross-platform, c'est très bien sur un jeu comme COD où tu te dis, ok, c'est trop bien, je vais pouvoir jouer avec des joueurs PlayStation et des joueurs Xbox et des joueurs PC, c'est trop cool. Le cross-platform, vraiment, pour le coup, je trouve que ça a sa place dans le jeu vidéo, mais autant les exclus, c'est ce qui te permettait de te dire, bah ok, ma console elle est mieux parce que j'ai tel exclu. C'est ce qui te permettait aussi de vendre ta console, c'était les exclus en soi. Euh, quand tu avais voilà, enfin, quand tu avais une PlayStation 3 avec les Uncharted, quand tu avais une PlayStation 3 donc avec les God of War, enfin les mecs, faut vous rendre compte que c'était dingue. C'était dingue. Et puis, tu avais la 360 avec Halo, les Gears of War, tu avais, l'exclu Dead Rising, tu avais plein de trucs. Puis après,
T'avais la Wii avec Mario Galaxy, t'avais la Wii avec Zelda Skyward Sword, Twilight Princess, t'avais tous ces jeux-là. Et là, aujourd'hui, on perd tout ça, ça a moins de charme. Et je trouve ça trop triste. Voilà, je trouve ça trop triste maintenant. Ça n'empêche que, pour répondre à la question 13, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup éloigné de la question, mais les consoles actuelles qui vraiment m'enthousiasment le plus, c'est la Nintendo Switch et la Xbox Series S. Et malheureusement, PlayStation, par rapport à la PlayStation 5, m'ont beaucoup déçu. Ça n'empêche que si dans le futur je dois en acheter une, ce serait parce que plus de jeux sortent. Maintenant, malheureusement, quand tu vois que Call of Duty Black Ops 6 va sortir sur PlayStation 4, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas le principe de sortir Call of Duty Black Ops 6 sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Je comprends pas le principe, mais je vais pas revenir sur ce débat-là, parce que sinon ça va durer une éternité. Voilà. Il y a un moment, il faut terminer avec l'ancienne génération et venir sur la nouvelle génération. Chose que les développeurs n'ont pas compris. Et du côté des constructeurs et plutôt des entreprises, je pense que le côté marketing, eux aussi, n'ont absolument pas compris. Et de toute manière, le marketing vis-à-vis des consoles nouvelle génération est catastrophique. Donc voilà, je reviendrai pas là-dessus. Donc voilà. On va arrêter là. Du coup, de toute manière, c'était la dernière question, donc pas trop le choix d'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vois que ça fait 51 minutes que je parle, donc presque une heure, et je n'ai absolument pas vu le temps passer, étant donné que c'était trop cool. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler de cette thématique et de pouvoir conclure directement cet épisode sur cette thématique. Je ferai bien évidemment d'autres épisodes avec différentes parties. C'était peut-être ça aussi que j'essaye d'éviter, c'était que le podcast soit trop long. Je trouve que déjà une heure, c'est quand même excessivement long, même si on est sur un format podcast. Une heure, je trouve ça assez long. Mais quand je me rends compte que là, je parle depuis presque une heure, imaginez si j'aurais combiné la partie 1 et la partie 2, on serait peut-être sur du 2 heures ou du 1 heure et demie ou des trucs comme ça, ce serait beaucoup trop long. Je veux pas que ce soit long pour vous, je veux plutôt aussi que ce soit agréable, qu'il y ait un côté agréable à l'écoute et de pas vous dire bah ok c'est long, c'est chiant, c'est pas intéressant. Voilà le côté que je veux absolument pas qu'il y ait. Donc bref, nous on va du coup s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur la thématique des jeux vidéo. Donc c'était la conclusion de la partie 1. Enfin plutôt partie 1, partie 2. Partie 2, donc la conclusion. Donc voilà, je suis très content du coup d'avoir fait ce podcast. Et donc n'oubliez pas que j'ai un Instagram où vous pouvez me suivre, qui va se retrouver dans la description de ce podcast. Et par la même occasion, en biographie Spotify, vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur YouTube, en plus de Spotify. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, si vous aimez le contenu, vous abonner à la chaîne YouTube. Et du coup aussi vous abonner par la même occasion sur Spotify, à partager le contenu que vous avez écouté. Moi ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour les futurs podcasts et les futurs épisodes. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté donc, ce podcast et donc moi je vous dis donc à la prochaine. Merci à tous.